Mon père a renversé du thé bouillant sur mes genoux après que j'ai refusé de co-signer un prêt de 15 000 $ avec mon oncle au chômage. Bonjour, je m'appelle Ocean, et il y a quelques mois, mon père m'a versé du thé bouillant sur les genoux parce que j'ai dit non. Non à co-signer un prêt automobile pour mon oncle au chômage. Non à être le punching ball financier de la famille. Non à prétendre que le silence était de l'amour. Mais ce n'était pas le pire. Le pire est arrivé après. La façon dont personne n'a sourcillé. Pas ma mère. Pas ma sœur. La façon dont elles sont restées assises là comme si je le méritais, comme si j'avais enfreint un code tacite en disant enfin que c'en était assez. Elles m'ont traité d'ingrate, ont dit que je les avais abandonnées, ont publié une photo sans moi, ont intenté un procès. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que je détenais toujours l'acte de propriété. J'avais gardé les reçus. Alors que se passe-t-il lorsque la personne discrète finit par se défendre? J'étais à mi-chemin de ma deuxième tasse de café tiède quand mon téléphone a vibré. Le bureau était calme, juste le cliquetis habituel des claviers et le faible bourdonnement du système de chauffage, ventilation et climatisation. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de mon père. Le message était court, direct, et dénué de toute forme de salutation. Grayson a besoin d'un prêt automobile co-signé. 15 000. Il en a trouvé un correct. Fais-moi savoir d'ici ce soir. C'était tout. Pas de « comment vas-tu » Pas d'explication, pas de point d'interrogation. Juste un autre ordre glissé dans ma journée comme s'il faisait partie de ma description de poste. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre les feuilles brunes qui dérivaient le long du trottoir. La fin de l'automne à Eugène portait toujours une sorte de silence humide, comme si le temps lui-même se préparait à quelque chose de plus difficile. Je suppose que moi aussi. J'avais perdu le compte du nombre de fois où j'avais été celle qui arrangeait tout. Zinea avait besoin d'aide avec sa dette de carte de crédit. Je l'ai couverte. Grayson ne pouvait pas payer son loyer pour la 4e fois en un an. J'ai envoyé un virement. Les ordonnances de papa avaient expiré parce que l'assurance ne couvrait pas le montant total. J'ai payé la différence. En silence. Toujours en silence. J'étais la plus jeune. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'était traduit par le fait d'être la plus responsable. Pendant que Zinea courait après les abonnés et les contrats avec des marques sur Instagram, et que Grayson flottait entre des réorientations de carrière, je gardais la tête baissée. J'ai gravi les échelons de l'entreprise. J'ai payé mes factures. J'ai acheté un modeste appartement. J'ai pris soin de ma santé, et je n'ai jamais fait en sorte que ma famille se sente diminuée d'avoir besoin d'aide. Mais cette aide avait cessé d'être temporaire il y a longtemps. Quand j'ai quitté le travail, le soleil avait déjà plongé derrière une couverture de nuages gris. L'air était vif, avec ce genre de froid qui vous fait regretter de ne pas avoir pris un manteau plus épais. Je n'ai pas pris la peine de me changer. Je suis allé directement chez mes parents. Maman avait envoyé un message plus tôt. Dîner à 19 h. Rien de spécial. Juste nous. Oui, juste nous et l'embuscade qu'ils avaient concoctée cette fois. Leur maison avait la même apparence que toujours, un revêtement blanc ayant besoin d'être repeint. La lumière du porche clignotait légèrement, familière, trompeusement familière. Quand je suis entré, l'odeur de poulet rôti et de sauge m'a frappé comme un souvenir d'enfance auquel je n'étais pas prête. Lorraine, ma mère, dressait le dîner avec sa grâce habituelle, fredonnant un hymne que je ne reconnaissais pas. Zinea était assise au bout de la table, les cheveux bouclés, les ongles faits, portant un pull pastel qui coûtait probablement plus cher que mes courses mensuelles. Grayson était déjà assis, tripotant la serviette en tissu comme si elle lui devait de l'argent. Papa se tenait au bout de la table. « Oh » dit-il en hochant la tête. Pas de câlin, pas de sourire. Je me suis assise. L'assiette devant moi était déjà servie. Ce n'était pas normal. Nous avons commencé à manger. Le bénédicité a été dit par papa, bien sûr, et des banalités ont été échangées. Maman a complimenté la dinde. Zinea a parlé d'une nouvelle collaboration avec une marque de bien-être. Grayson est resté silencieux, à l'exception de quelques rires forcés qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Puis papa s'est éclairci la gorge. Alors Grayson a trouvé une voiture, dit-il nonchalamment, en se servant d'autres pommes de terre. Une Camry d'occasion, propre, fiable. Il a une piste, mais il a besoin d'un co-signataire.
Je n'ai pas parlé. Je savais que ce n'était pas une conversation. C'était un coup monté. Papa a continué. Il travaille à se remettre sur pied. Cela l'aidera. Le vendeur ne peut pas la retenir après vendredi. J'ai regardé autour de moi. Un stylo reposait à côté d'un document plié sur le buffet. Subtil. Pas subtil. Zinneya a souri avec crispation. Ce n'est pas si grave, vraiment, juste une formalité. Grayson est finalement intervenu. Je veux dire, c'est toi qui as le bon crédit, Serette. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce. Mes yeux se sont fixés sur le papier. Je n'avais même pas besoin de le lire. Je savais ce qu'il disait, ce qu'il signifiait, et je savais ce que dire non me coûterait. J'ai pris une profonde inspiration. Que se passe-t-il s'il ne paie pas? Cela a fait taire la pièce. La fourchette de papa s'est figée en l'air. Zinneya a regardé maman, qui a soudainement trouvé sa purée de pommes de terre fascinante. Grayson s'est agité. Je paierai. Ce n'est pas une réponse, ai-je répliqué. La voix de papa a baissé. Nous sommes une famille, Ocean. Nous nous aidons les uns les autres. C'est ce que nous faisons. J'ai aidé, ai-je dit, ma voix ferme, plus d'une fois. Mais ça, c'est une obligation légale. S'il ne paie pas, cela me retombera dessus. Maman a parlé doucement. Ce ne sont que des papiers. J'ai secoué la tête. Ce ne sont pas que des papiers quand c'est lié à mon nom, à mon crédit, à mon avenir. Le sourire de Zinneya s'est évaporé. Tu as changé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je le dis juste enfin à voix haute. Le silence qui a suivi n'était pas de la colère. C'était pire. C'était froid, calculé, comme si je venais de briser un code sacré. Papa a repoussé sa chaise et s'est levé. Excusez-moi. Il a quitté la pièce. La porte de la cuisine s'est refermée derrière lui. J'ai attrapé mon verre d'eau, les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais du poids des années qui pesaient sur mes côtes. J'en avais fini d'être silencieuse. Fini d'être arrangeante. Puis je l'ai entendu. Le son de la bouilloire qui commençait à siffler. Pas le micro-ondes, pas un verre d'eau converse, mais la bouilloire, en train de bouillir sur la cuisinière. Zinneya se rongeait les ongles. Tu sais, Grayson a vraiment essayé cette fois. Tu pourrais lui laisser un peu de mou. Je n'ai pas répondu. Mes yeux sont restés fixés sur la porte de la cuisine. Quelques secondes plus tard, papa est revenu. Dans sa main se trouvait une tasse de thé. Il l'a posée sur la table, et le regard dans ses yeux n'était pas de la déception. C'était un avertissement. Il a posé la tasse comme si c'était juste un autre plat sur la table. Calme, ordinaire. La porcelaine a doucement tapé contre le bois, mais cela a résonné dans mes oreilles plus fort que tout ce que quiconque avait dit de toute la soirée. Puis il a attrapé la bouilloire, qui sifflait encore doucement sur la cuisinière. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que le liquide brûlant ne s'éclabousse sur mes cuisses. Ce n'était pas une pleine verse. Il ne l'a pas jeté comme une chope dans une bagarre de bar, mais c'était intentionnel. Une inclinaison ferme de son poignet, assez lente pour prouver quelque chose, assez rapide pour me prendre au dépourvu. Le thé a traversé mon jean en un instant. La chaleur me mordant la peau, rampant vers mon estomac comme si un feu avait été libéré à l'intérieur de mon corps. J'ai eu un hoquet, bref, involontaire, mais je n'ai pas crié. Le réflexe m'a gardé assise. La fierté m'a gardé immobile. Zinneya a laissé échapper un « oh » surpris, comme si elle regardait quelqu'un renverser un verre de vin, pas brûler sa fille. Grayson a marmonné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas saisi. Et Lorraine, ma mère, a juste cligné des yeux 2 fois et a murmuré « c'était un accident ». J'ai regardé autour de moi. Personne n'a bougé. Personne n'a offert une serviette ou de la glace ou même un contact visuel. La douleur a éclos sous ma peau, rougeoyante et indéniable. Mais ce qui piquait le plus, c'était l'immobilité, le choix calculé que chaque personne dans cette pièce a fait de ne rien faire. Je me suis levé lentement. Ma chaise a grincé. L'air dans la salle à manger s'était épaissi, comme si même les murs attendaient de voir si j'allais exploser. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai quitté la salle à manger, chaque pas faisant frotter le dénime humide contre mes cuisses. Et ma mère a crié « Oh, ne réagis pas de manière excessive ». Mais sa voix était basse,
peu convaincante, comme si elle ne voulait pas vraiment que je l'entende. Le couloir était sombre, l'unique plafonnier clignotait à nouveau. J'ai tourné dans la petite salle de bain du rez-de-chaussée et j'ai fermé la porte derrière moi. Sans la claquer, juste un clic ferme. Comme si j'avais besoin qu'elle sache qu'elle était la seule chose entre moi et les gens qui venaient de me regarder me faire brûler sans rien dire. J'ai baissé mon jean avec des doigts tremblants. Le tissu collait à ma peau, et quand je l'ai décollé, j'ai grimacé, des zébrures rouges et furieuses avaient déjà commencé à apparaître. Je me suis accroupi sur le carrelage, les jambes tremblantes, et j'ai tendu la main vers le robinet. L'eau coulait froide, heureusement. J'ai mouillé une serviette et l'ai pressée doucement contre ma cuisse, essayant de retenir la douleur. Ma respiration a ralenti, mais à peine. Il n'y avait pas de bruit de pas devant la porte. Pas de coups frappés, pas d'excuses glissées sous le cadre. Il n'était pas inquiet. Il ne venait pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela faisait plus mal que les brûlures. Je suis resté assise sur le sol pendant un long moment, regardant les gouttelettes glisser de la serviette pour former une petite flaque sur le carrelage. Je me suis souvenu qu'une infirmière m'avait dit un jour que le silence était un instinct de survie. Les animaux restent silencieux quand ils sont blessés, avait-elle dit, pour éviter les prédateurs. Je suppose que j'avais été silencieuse toute ma vie. Mais ce n'était plus de l'instinct. C'était une tradition, et j'en avais fini avec ça. Mon esprit est revenu des années en arrière, peut-être des décennies. J'avais 12 ans, et j'étais tombé pendant le cours d'éducation physique, atterrissant lourdement sur mon poignet. L'infirmière de l'école avait appelé à la maison. Je me souviens encore de tenir le téléphone avec la poche de glace scotchée à mon bras, écoutant pendant qu'elle expliquait la police d'assurance. Elle n'est pas sur le contrat, a répété l'infirmière, surprise. Oh, je vois. Je n'ai pas entendu ce que mon père a dit, mais j'ai entendu la voix de l'infirmière changer. Elle m'a rendu le téléphone, la bouche pincée. Il a dit qu'ils avaient dû couper les extras. Des extras? Ce mot ne m'avait jamais quitté. Je n'étais pas l'aînée. Je n'étais pas la favorite. Je n'étais pas l'héritière. J'étais juste l'extra. Utile quand on avait besoin de moi. Oublié quand ce n'était pas le cas. J'ai regardé mon reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Mes cheveux étaient en désordre, la peau autour de mes yeux bouffis. Je n'ai pas pleuré, mais la colère était si lourde dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'elle pourrait me briser les côtes de l'intérieur. Je n'allais pas rester pour le dessert. Je n'allais pas rester, point final. J'ai rincé la serviette, l'ai pliée et me suis séché les jambes du mieux que je pouvais. Puis j'ai renfilé mon jean, même s'il était encore humide, et les boutonné lentement, chaque mouvement délibéré. Quand j'ai ouvert la porte et suis retourné dans le couloir, personne n'attendait. La salle à manger bourdonnait encore faiblement de conversation. Quelqu'un a ri, peut-être Zineya. Des assiettes cliquetaient. C'était comme si rien ne s'était passé. Je suis passé devant la table. Personne n'a levé les yeux. Grayson avait déjà rempli son verre. Lorraine avait commencé à débarrasser les plats. Mon père découpait une deuxième portion de poulet. Je me suis penché, j'ai ramassé mon sac à main par terre et j'ai passé la bandoulière sur mon épaule. Mon jean était encore trempé. La brûlure me lançait, mais ma colonne vertébrale est restée droite. Je n'ai rien dit, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'il ne méritait pas de l'entendre. La porte d'entrée a légèrement grincé quand je l'ai ouverte. L'air froid m'a frappé au visage. Et pendant un instant, je suis resté là, à moitié dedans, à moitié dehors. Puis j'ai franchi le seuil et j'ai fermé la porte derrière moi. Personne ne m'a arrêté, pas même lui. Et ce silence faisait plus mal que la brûlure. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé sur le côté, une jambe étendue sur une serviette pliée, l'autre repliée pour ne pas tirer sur la peau à vif. La brûlure n'était pas aussi grave qu'elle l'avait semblé la nuit dernière, mais elle avait cloqué sous le tissu et laissé une sensibilité que je ne pouvais ignorer, à la fois sur ma jambe et quelque part plus profondément derrière mes côtes. La lumière du matin s'est glissée à travers les stores fissurés de mon appartement. Cela ne ressemblait pas à un nouveau jour. Cela ressemblait à la continuation de quelque chose qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Je me suis assise lentement, en faisant attention de ne pas irriter la blessure, et j'ai attrapé la pommade que le pharmacien m'avait donnée il y a des mois quand je m'étais brûlé le bras en cuisinant. Je l'ai appliquée doucement, en mordant un coin enroulé de mon drap pour m'empêcher de jurer à voix haute. En me levant, j'ai remarqué quelque chose. Pas d'appel manqué,
pas de message de mon père, aucun de ma mère, pas même les messages performatifs habituels de Zineya, est-ce que ça va? Le silence de ma famille n'était pas une pause, c'était un choix. Pendant que la bouilloire chauffait pour le café, j'ai de nouveau vérifié les notifications de mon téléphone. C'est là que je l'ai vu. Une alerte du groupe de discussion familiale. Zineya Art a envoyé une vidéo. Mon pouce a plané sur l'icône une seconde de plus que d'habitude. Mon cœur ne battait pas la chamade. Pas exactement. Il était lourd, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais. J'ai appuyé pour l'ouvrir. La vidéo ne durait que 10 secondes. Mais il ne m'en a pas fallu plus de 2 pour reconnaître l'angle granuleux, la porte de cabine en métal gris et le son indubitable de mes sanglots. Ce n'était pas de la nuit dernière. C'était plus ancien, il y a quelques années, peut-être à l'époque où j'avais eu une crise de panique en règle dans des toilettes lors d'une réunion de famille. Je m'étais éclipsé discrètement, essayant de me ressaisir. Zineya m'avait suivi, m'avait demandé si ça allait. Je pensais qu'elle était gentille. Apparemment, elle enregistrait. Le clip s'est terminé. La légende en dessous disait, la reine du drame trouve toujours sa scène. Il y avait des émojis rire de quelqu'un. Je n'ai même pas pris la peine de voir de qui. Quelques réponses, lol. Personne n'a dit, ce n'est pas bien. Personne ne m'a défendu. Personne n'a retiré la publication. Je suis resté assise là, au comptoir de la cuisine, le téléphone à la main, me demandant depuis combien de temps j'étais la risée de la famille. Le pire n'était pas l'humiliation. C'était la prise de conscience qu'aucun d'entre eux ne voyait même cela comme quelque chose de mal. Que d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas nouveau. C'était juste passé de subtil à éhonté. Le silence après mon refus, la brûlure, l'apathie, tout était lié. Ce n'était pas une famille qui attendait que je change d'avis. C'était une machine qui ne fonctionnait que lorsque je restais silencieuse, que je payais, et que je ne demandais rien en retour. J'ai fermé le groupe de discussion, je l'ai supprimé. Puis je me suis levé et je me suis dirigé vers le petit classeur près de mon bureau. Le tiroir du bas n'avait pas été ouvert depuis des mois. Je l'avais gardé bien rangé, étiqueté, un peu trop organisé pour quelqu'un qui prétendait ne pas garder les reçus, mais je le faisais. Je l'avais toujours fait. Sortant les dossiers un par un, je les ai étalés sur la table de la cuisine. Il y avait des confirmations de virement de l'époque où j'avais remboursé la dette de carte de crédit de Grayson 2 fois. Des courriels entre moi et le garage quand j'avais aidé à couvrir la réparation du moteur de papa, des factures d'hôpital. J'avais payé directement quand l'assurance de maman n'avait pas couvert son intervention au printemps dernier, et puis les papiers de l'hypothèque. J'avais signé pour refinancer leur maison à mon nom. Je les avais aidés à éviter la saisie. J'avais gardé cela secret aussi, parce qu'il m'avait fait croire qu'il était embarrassant d'être celle qui renflouait ses parents. Tu sais comment les gens parlent, avait dit papa. J'ai examiné les documents page par page. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était des années de ma vie. C'était de l'amour offert de la seule manière que je connaissais. Et il avait été accueilli par la moquerie et le silence. Une vague de nausée m'est montée à la gorge, non pas à cause de la brûlure sur ma jambe, mais de la clarté qui s'installait dans mes os. Ils ne me respectaient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils avaient juste besoin de ce que je pouvais donner. Et quand j'ai arrêté de donner, je suis devenu jetable. Je suis allé à mon imprimante et j'ai chargé une nouvelle rame de papier. La machine s'est mise en marche, lentement d'abord, puis de manière stable alors que je commençais à imprimer des copies. Chaque transaction, chaque contrat, chaque confirmation de virement. J'ai glissé chaque page dans un nouveau dossier, les étiquetés, domaine art, dossier personnel. Quand ce fut terminé, je me suis assise avec un post-it jaune et un stylo à billes. 2 mots, ils doivent. Je l'ai collé sur le devant du dossier et je l'ai fixé, laissant l'encre se figer comme du ciment sur tout ce que j'avais ignoré, excusé et pardonné. La prochaine fois qu'ils me traiteraient de dramatique ou d'ingrate ou de froide, je n'expliquerai pas. Je leur montrerai ça. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message de Zineya, en dehors du groupe. Tu aurais pu simplement signer le papier, tu sais. Nous ne serions pas dans ce pétrin. Je n'ai pas répondu parce que nous n'étions pas dans un pétrin. Eux l'étaient, et je commençais enfin à m'en sortir. Une fois que j'avais fermé le dossier et collé le post-it jaune sur sa couverture, le poids de tout ce que j'avais déterré a commencé à m'oppresser. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas.
Je suis juste resté assise là, immobile, respirant comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années. Cet après-midi-là, j'ai enfilé une longue jupe pour couvrir la brûlure, j'ai attrapé le cadeau pour lequel j'avais fait semblant d'être excité, et je suis retourné à l'endroit que je n'avais pas l'intention de revoir de sitôt, la maison de mes parents. Je me suis dit que c'était juste pour déposer le cadeau d'anniversaire. C'est ce que j'ai envoyé par message à maman. Je passe pour laisser quelque chose pour papa. Elle a répondu en quelques minutes. Nous serons là. Dîner vers 18h. Bien sûr, elle répondrait rapidement à ça. Bien sûr, elle sauterait sur l'occasion de se prouver que tout allait bien. Le trajet a été court mais lourd. J'avais le dossier sur le siège passager, même si je n'avais pas décidé de ce que j'en ferais. Une partie de moi voulait entrer et le claquer sur la table. Une autre partie n'était pas prête à leur laisser voir ce que je savais maintenant. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison avait la même apparence, mais quelque chose avait changé dans mon esprit. Ce n'était pas chez moi. C'était un endroit où j'avais appartenu, un endroit qui m'avait désinvité en silence. Une coupure à la fois. Lorraine m'a accueilli à la porte avec un sourire qui atteignait à peine ses yeux. « Tu as meilleure mine », dit-elle, sa voix effleurant la préoccupation comme un étranger à qui on fait un signe de tête à l'épicerie. J'ai forcé un sourire et j'ai tendu la boîte emballée. Je viens juste déposer ça. Je me suis dit que je passerais dire bonjour. Elle s'est écartée, me laissant entrer sans un mot sur ce qui s'était passé il y a quelques jours. Aucune mention du thé, aucune inquiétude pour la brûlure, pas même un regard sur ma jambe couverte. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait légèrement le romarin et l'amidon. Confortable, familier, dangereux. Je vais juste le laisser dans le salon, ai-je dit nonchalamment, bien que mon pouls ait recommencé à s'accélérer. Elle a hoché la tête, se tournant déjà vers la cuisine. Je commence les pommes de terre. Zinaya devrait bientôt être là. Je suis passé devant la table de la salle à manger, si impeccable, si préparée, et j'ai monté les escaliers. En haut du palier, j'ai hésité. La porte de mon ancienne chambre avait toujours la même poignée en laiton. La peinture sur la moulure était légèrement écaillée, comme toujours. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai su immédiatement que ce n'était plus la mienne. Les murs étaient beiges, sans couleur, sans personnalité. Un lit simple se trouvait dans le coin, recouvert d'une couette blanche qui semblait appartenir à un hôtel. Des boîtes étaient alignées le long du mur, chacune étiquetée avec l'écriture de Zinaya. Photos, linge de maison, décoration de Noël. La bibliothèque était vide. Mes trophées avaient disparu. Tout comme les certificats, les dessins que j'avais faits à l'université, le petit oiseau en céramique que j'avais peint en CE2 et que papa avait dit un jour qu'il avait l'air trop fragile pour être touché. Sur le mur du fond, parfaitement centré, se trouvait un portrait encadré du jour du mariage de Zinaya. Elle était rayonnante, radieuse, resplendissante dans une mousseline blanche. Papa était à côté d'elle, fier. Maman serrait des fleurs. Même Grayson se tenait à l'arrière-plan, souriant comme s'il était à sa place. Je n'étais pas sur la photo. J'avais été à ce mariage. J'avais aidé à le payer, mais je n'étais pas là. Pas sur le mur, pas dans cette pièce, pas dans cette famille. Un son s'est échappé de ma poitrine. Pas un sanglot, pas même un soupir, juste quelque chose de bas et de final. Je suis retourné dans le couloir. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne rattrape. En bas, la porte du bureau de papa était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée. La pièce était sombre, les rideaux tirés. Le même bureau en acajou était là où il avait toujours été. Sa chaise a grincé quand je me suis penché pour atteindre le tiroir que je savais qu'il gardait toujours verrouillé, sauf qu'il était devenu négligent. Le loquet s'est ouvert facilement. À l'intérieur, des dossiers, d'autres documents soigneusement étiquetés. J'ai fouillé jusqu'à ce que j'en trouve un marqué « Planification successorale ». La première page était un testament daté de l'année dernière. Sa signature en bas, la signature de Lorraine comme témoin à côté. Zinaya, bénéficiaire principale. Grayson, secondaire. Mon nom n'était nulle part sur la page, pas même comme témoin, pas même comme « en cas d'urgence ». C'était comme si je n'avais jamais existé. J'ai parcouru la suite. Des plans de propriété, l'acte de la maison devant être transféré à Zinaya à leur décès. Des comptes bancaires listés dans un fonds en fiducie portant les noms de Zinaya et Grayson. Il y avait des notes sur les directives médicales, les souhaits funéraires,
la procuration. Rien de tout cela ne me mentionnait. J'ai remis les papiers dans le dossier avec précaution, comme s'ils étaient une bombe que je venais de désamorcer. La porte du bureau a grincé alors que je sortais. Je ne voulais pas rester plus longtemps, mais en atteignant le hall d'entrée, j'ai entendu la moustiquaire s'ouvrir. Une brise est entrée. « Salut », a dit une voix familière depuis le porche. Je me suis retourné. Mabel Jenning, notre voisine d'accent grave côté, s'appuyait sur la clôture, ses gants de jardinage encore aux mains. « Tu es en visite ?» a-t-elle demandé. « Je dépose juste quelque chose », ai-je dit. Ses yeux, vifs pour une femme de plus de 70 ans, se sont légèrement plissés. « Tu as la mâchoire de ta mère. » Elle avait le même regard le jour où elle est partie. J'ai marqué une pause. « Partie ?» Mabel a hoché la tête lentement. En 99. Elle est partie pendant 2 semaines. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air. Personne n'en a parlé, mais j'ai vu sa valise à l'arrière de la voiture. Elle avait des bleus en haut, là où personne ne poserait de questions. Je n'ai rien dit. Mes mains se sont crispées autour du sac cadeau que je portais encore. Mabel s'est approchée de la clôture. Le tempérament de ton père n'a jamais été un secret, ma chérie. Les gens ont juste regardé ailleurs. Et ta mère, elle savait, elle a toujours su. Mais garder les choses en ordre comptait plus que de les garder honnêtes. Ma gorge était sèche. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que tu es revenu, a-t-elle dit. Mais tu as ce même regard, celui que ta mère portait quand elle a finalement réalisé que l'amour ne signifie pas la loyauté, et que le silence ne signifie pas la sécurité. Nous sommes restés là, la brise entre nous portant plus de vérité que je ne pouvais en traiter. J'ai hoché la tête une fois, juste assez pour qu'elle sache que je l'avais entendue. Elle a hoché la tête en retour et s'est tournée vers ses roses. Je suis allé à la voiture. Le sac cadeau était toujours dans ma main, légèrement froissé. Je l'ai posé sur le siège passager, puis j'ai fait une pause. J'ai cherché dans mon sac à main et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé, celui avec les reçus, les documents, la vérité. Je l'ai ramené sur le porche, je l'ai posé juste à l'intérieur de la porte d'entrée, et je suis parti sans sonner. Il ne méritait pas une performance. Il méritait la vérité. Sur papier, non dite. Je ne suis pas rentré. Je n'ai pas regardé en arrière. Le son de la moustiquaire se refermant derrière moi et le dossier glissé juste à l'intérieur ont suffi. Je suis parti comme une ombre s'estompant dans le crépuscule, silencieuse, mais certaine. Le trajet de retour s'est déroulé sans incident, presque étrangement calme. Pas de circulation, pas de musique, juste le bourdonnement rythmique de mes pneus contre le bitume et mes pensées qui se transformaient en quelque chose de plus aigu que la douleur. La précision. De retour à mon appartement, j'ai pris une douche, j'ai de nouveau soigné la brûlure sur ma cuisse et j'ai enfilé un de ces pulls surdimensionnés que l'on achète pendant les soldes des fêtes, en pensant qu'il apportera du réconfort. Ce ne fut pas le cas. Je me suis assise en tailleur sur mon canapé, les cheveux encore humides, serrant une tasse chaude qui ne piquait pas et ne demandait rien de moi. Et c'est là que je me suis souvenu des papiers, des documents juridiques, des choses ennuyeuses mais puissantes que j'avais signées il y a des années quand la maison avait failli être saisie. Je me suis levé du canapé, je suis allé au placard et j'ai sorti la boîte ignifuge où je gardais de vieux dossiers fiscaux, des certificats de naissance et le dossier poussiéreux étiqueté « Refinancement hypothécaire Artes ARL ». Je ne l'avais pas ouvert depuis le jour où j'avais tout mis à mon nom. À la demande de papa, bien sûr. C'est juste pour la paperasse, ma chérie, avait-il dit. Il ne donne pas de taux d'intérêt décent aux gens de notre âge. Tu nous rends un service. Cela avait semblé noble à l'époque. Sacrifice familial. Prendre ses responsabilités. Maintenant, cela ressemblait à une preuve. J'ai ouvert le dossier. C'était là. Le transfert d'actes notariés à Ocean Art, membre gérant de Art Legacy Holdings SARL. La propriété m'appartenait légalement. La maison dans laquelle il vivait. Celle devant laquelle il prenait des photos, comme si je n'avais jamais existé. Mes mains ne tremblaient pas. Pas comme avant. Je n'ai même pas cligné des yeux. La prise de conscience n'est pas venue avec fureur, mais avec concentration. Je me suis levé et je suis allé à la petite bibliothèque du couloir, sortant un autre dossier où je gardais ma clé de sauvegarde, des relevés bancaires numérisés, des reçus numériques. Puis je me suis rassise, entouré de documents et d'une histoire qu'ils avaient essayé d'effacer.
Mon téléphone a vibré à côté de moi. Je l'ai d'abord ignoré, puis j'ai jeté un coup d'œil par instinct. C'était une identification de Zinaya sur les réseaux sociaux. Contre toute attente, j'ai cliqué. C'était une photo, une nouvelle, prise la veille, apparemment. Mon père assis dans son fauteuil préféré sur le porche. Lorraine à côté de lui tenant une limonade. Zinaya debout derrière eux avec Grayson à sa gauche et ses 2 filles sur ses genoux. La légende disait, l'héritage Hart perdure. Reconnaissante d'être entourée d'amour, de loyauté et de force. Je l'ai fixé. J'avais été là ce jour-là, j'avais déposé ce cadeau, j'avais marché sur ce même porche, et pourtant aucune trace de moi sur l'image. Je n'étais pas coupé. Je n'y étais tout simplement pas. Pas même un coup de flou ou une ombre. Comme si je n'avais pas existé. Une deuxième notification, un commentaire sous la publication. Tu es la colonne vertébrale de cette famille, Zinaya. Si inspirant. Je n'ai pas ressenti de rage. Pas cette fois. J'ai ressenti du froid. De la clarté. J'ai rouvert le dossier hypothécaire, j'ai pris une photo de l'acte et j'ai commencé un message à Zinaya. Si je n'ai pas ma place dans tes photos, je n'ai pas non plus ma place sur l'acte de propriété. J'ai appuyé sur envoyer. Elle l'a lu en quelques minutes. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Puis une réponse. Tu es mesquine, Ocean. Il ne s'agit pas de toi. Tu fais un drame pour rien. J'ai souri. Mesquine. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur portable, j'ai cherché Julien Park, mon avocat, et j'ai retrouvé notre dernier échange de courriel. Objet, contrat de bail immobilier 6 juin. Une numérisation du bail que j'avais permis à mes parents de signer sous la SARL, un bail mensuel avec une clause de résiliation de 30 jours. J'ai cliqué sur répondre à tous. Message, Julien, veuillez procéder à l'avis de résiliation, avec effet immédiat. J'ai joint la photo actuelle que Zinaya avait postée ainsi que la numérisation du testament mis à jour que j'avais trouvé dans le tiroir de papa. Julien a répondu en 20 minutes. Compris. Nous déposerons et enverrons un avis par coursier demain. Voulez-vous qu'un appel de courtoisie soit passé d'abord? J'ai répondu par une seule phrase. Plus de courtoisie. Les mots semblaient être de la soie. Définitif sans fureur. À ce moment-là, c'était la fin de la soirée. Je n'avais pas mangé, mais je n'avais pas faim. Mon corps s'était depuis longtemps adapté à l'inconfort de l'adrénaline alimentée par la famille. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le parking tranquille. Quelque part, quelqu'un riait à travers une porte de balcon ouverte. Des enfants criaient au loin. La vie, ordinaire et non affectée par ma petite guerre, continuait. Je suis retourné sur le canapé, j'ai repris les post-it jaunes et j'en ai écrit un nouveau. Pas pour le dossier. Pour moi. Il disait, tu n'as jamais été mesquine. Tu as été patiente. Je l'ai collé à la lampe à côté de mon lit. Avant de me déconnecter pour la nuit, j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. Je ne suis pas retourné à la publication de Zinaya. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert le modèle que Julien m'avait envoyé par courriel un jour. Avis de résiliation de bail, copie du propriétaire. J'ai rempli les noms. Clayton Hart, Lorraine Hart, 123 Maple Ridge Lane. Puis je l'ai imprimé. Alors que le papier sortait du bac, chaud et sans pli, j'ai senti le plus petit changement en moi. Pas de colère, pas de paix non plus, juste de la préparation. Je n'avais pas dormi plus d'1 heure. Après avoir envoyé l'avis à Julien et fermé mon ordinateur portable, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond comme s'il pouvait m'expliquer comment tout était devenu si tordu. Je retournais sans cesse la même question. Quand est-ce que aider ma famille s'est transformé en leur appartenir? Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai reçu une notification. Elle a illuminé mon écran dans le gris du petit matin, à peine l'aube. Groupe de discussion familiale. Zinaya Hart a envoyé un autocollant. Je l'ai ouvert par habitude. C'était un distributeur automatique de billets de dessin animés avec mon visage collé dessus. Quelqu'un l'avait clairement mal édité, et en dessous il était écrit « En attente du prochain dépôt ». Il y avait des émojis rieurs, quelques réactions en forme de cœur. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Je l'ai regardé plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que cela me surprenait. Ce n'était pas le cas. Mais parce que j'avais besoin de sentir la coupure finale, et la voilà.
Ils ne prenaient pas seulement mon argent. Ils en faisaient un jeu. Il y a une semaine, j'aurais peut-être argumenté, demandé, pourquoi ferais-tu ça, ou leur aurais rappelé tout ce que j'avais payé au fil des ans. L'hypothèque, la facture d'hôpital de Zineya, la caution de Grayson. Mais maintenant, je savais mieux. Il n'y avait aucune explication qui annulerait ce qu'ils avaient déjà choisi de croire. Que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille sur pattes qui avait finalement craqué. Ce matin-là, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait la morale. J'ai commencé à faire mes cartons. D'abord, j'ai vérifié mon bail mensuel, comme je m'en souvenais. Ensuite, j'ai envoyé un courriel à mon propriétaire. Je quitterai les lieux d'ici la fin de la semaine. Il a répondu en moins d'1 heure. Simple et gentil. Compris. Je vous enverrai la liste de contrôle pour le départ. Bonne chance, Ocean. À la mi-journée, j'avais vidé la cuisine, emballé ce dont j'avais besoin et fait 3 voyages distincts à Godwill. Les choses dont je pensais autrefois avoir besoin, comme le service de verre à pied assorti que maman insistait que chaque femme devrait posséder, ont été jetées dans des bacs de dons sans une seconde pensée. Il n'y avait pas de playlist dramatique en fond sonore, pas d'effondrement devant un miroir, juste du mouvement, concentré, net, déterminé. À la tombée de la nuit, j'avais réduit ma vie à 10 boîtes et 2 valises. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant mon téléphone, mon doigt planant sur les contacts. Un par un, j'ai supprimé chaque membre de la famille. Puis j'ai ouvert le groupe de discussion, j'ai fait défiler, j'ai fait une pause sur l'image de l'autocollant du distributeur automatique, et j'ai supprimé toute la conversation. Puis j'ai ouvert les paramètres de l'application et j'ai désactivé les notifications de groupe de façon permanente. Je n'ai pas annoncé mon départ. Je n'ai pas laissé de message d'adieu parce que les adieux sont pour les gens qui s'en souciaient, et ce n'était pas leur cas. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour la gare routière Greyhound du centre-ville. Le chauffeur n'a pas dit grand-chose, mais quand il a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a aperçu mes bagages, il a demandé « Vous recommencez à zéro ?» J'ai hoché la tête. Quelque chose comme ça. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête une fois de plus comme s'il avait vu assez de gens partir vers une nouvelle vie pour savoir quand ne pas poser de questions. À la gare, j'ai acheté un aller simple pour Portland. Je n'ai pas vérifié si quelqu'un m'avait envoyé un message en chemin. Je n'ai pas fait défiler les réseaux sociaux. J'ai juste regardé par la fenêtre et j'ai observé Eugène s'estomper derrière moi, un trottoir fissuré et une pelouse envahie à la fois. Le trajet était calme, à l'exception du doux grondement de la route et d'un adolescent derrière moi qui chuchotait à quelqu'un au téléphone qu'il avait juste besoin d'espace. Je comprenais plus qu'il ne le savait. Quand je suis arrivé à Portland, il pleuvait légèrement, pas une averse, juste une fine bruine qui s'accrochait à tout et faisait briller les trottoirs. J'ai pris un VTC jusqu'à un petit complexe d'appartements dans le sud-est de la ville. Ancien mais bien entretenu. La gérante de l'immeuble, une femme nommée Darlene, m'a rencontré à l'extérieur. « Vous êtes Ocean, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, tenant un presse-papier et un trousseau de clés. « Oui », ai-je dit. Ma voix s'est cassée sur le mot, alors je me suis éclairci la gorge. Elle n'a pas semblé le remarquer. Ou peut-être que si, mais elle n'en a pas fait toute une histoire. Nous avons eu de la chance. Celui-ci vient de se libérer la semaine dernière. Le 2e étage donne sur l'arrière, donc c'est calme. Venez, je vais vous montrer. Alors que nous marchions vers l'appartement, elle s'est arrêtée à côté d'une petite parcelle de terre nichée entre le parking et l'escalier. Ces buissons de lavande, dit-elle en donnant un petit coup à la base d'une plante d'apparence robuste. Ils sont là depuis plus longtemps que moi. J'ai essayé d'en déterrer un une fois. Il a refusé de partir. Certaines choses survivent à tout. J'ai de nouveau hoché la tête. J'aime la lavande. Elle m'a tendu les clés et a souri. Alors vous aimerez cet endroit. L'appartement n'était pas luxueux. De la peinture qui s'écaillait près des fenêtres, un carrelage de cuisine démodé, des planchers qui grinçaient, mais il était à moi. J'ai déballé lentement. L'essentiel d'abord, le lit, la cafetière, les serviettes. Pas de cadre photo, pas de souvenirs, juste la fonction. J'ai acheté un nouveau service de vaisselle dans une friperie voisine. Des assiettes dépareillées et une seule tasse de thé, un petit acte de réappropriation. Le lendemain soir, après que tout fut installé, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai placé cette unique tasse sur le rebord. Pas pour la décoration, pas par nostalgie, mais comme un rappel, toutes les tasses ne se brisent pas.
Certaines sont réutilisées. Au moment où je la posais, mon téléphone a vibré. Le numéro était inconnu. Je l'ai fixé un instant, hésitant à répondre. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé le message vocal arriver. Le message était court. Tu regretteras d'être parti. Nous n'en avons pas fini. Il n'y avait pas de nom, mais je connaissais la voix, celle de Clayton. Il n'avait pas appelé pour s'excuser, ni pour demander comment j'allais, juste pour me rappeler que dans son monde, partir signifiait trahison. J'ai supprimé le message. Puis j'ai changé ma messagerie vocale pour une tonalité par défaut. J'ai activé le filtrage d'appel et activé un nouveau paramètre. Les numéros inconnus vont directement à la messagerie vocale. Le message vocal tournait encore dans ma tête même après l'avoir supprimé. Sa voix, ce ton bas et grinçant qu'il utilisait quand il voulait paraître calme mais être menaçant en même temps. Tu regretteras d'être parti. Nous n'en avons pas fini. Comme si j'étais sorti d'une conversation au lieu de décennies de manipulation. J'ai retourné mon téléphone sur le comptoir et je suis entré dans la douche, laissant l'eau couler plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose dans le fait de rincer les résidus de ce message, quelque chose de symbolique, même si la blessure ne s'effaçait pas si facilement. Il n'était même pas 8 heures du matin quand j'ai entendu une autre vibration. Celle-ci ne venait pas de mon téléphone, mais du nom d'un ancien collègue apparaissant dans une demande de message. Ocean, est-ce que ça va? Tu es partout sur Facebook. Je viens de voir quelque chose sur l'un des forums locaux. Je ne voulais pas croire que c'était toi. J'ai cligné des yeux. Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais d'une compréhension froide et croissante. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts se déplaçant plus lentement qu'ils n'auraient dû. J'ai tapé « Famille Artgène » dans la barre de recherche de Facebook, et presque immédiatement, le nom de Zineya est apparu. Elle avait publié une longue et dramatique mise à jour dans un groupe communautaire local appelé « Familles Unies de Gênes ». La publication incluait une photo de Clayton assis dans son fauteuil inclinable, enveloppé dans une couverture. Lorraine était assise à côté de lui tenant la main comme si elle auditionnait pour une publicité de carte de sympathie. La légende disait « Mon cœur souffre aujourd'hui ». Certains d'entre vous connaissent ma sœur, Ocean. Elle a choisi de couper les ponts avec nous. Nous n'avons eu aucun contact depuis des semaines. Mes parents, tous deux en mauvaise santé, ont été laissés dans la confusion et la douleur. Après tout ce qu'ils lui ont donné, elle est partie. Sans avertissement, sans aide, juste partie. Je n'aurais jamais pensé devoir publier quelque chose comme ça, mais si vous la connaissez, s'il vous plaît, encouragez-la à appeler à la maison. Elle avait été partagée 327 fois. Les commentaires affluaient. Des gens de la communauté, d'anciens membres de l'église, des connaissances communes, tous donnaient leur avis comme s'ils me connaissaient. Comment quelqu'un peut-il abandonner ses parents comme ça? Tellement déchirant. Je prie pour votre famille. Certaines personnes oublient simplement d'où elles viennent. J'ai fait défiler et défiler jusqu'à ce que je vois quelqu'un poster une photo de moi d'il y a des années avec la légende, c'était elle? Je crois que je me souviens d'elle du groupe de jeunes. Une fille discrète. Triste d'entendre ça. Mon visage était maintenant un titre dans la communauté où j'ai grandi. Je me suis assise, trop abasourdie pour pleurer, trop ancrée dans la réalité pour me laisser écraser. Ils avaient choisi la voie publique, me transformant en méchante avec quelques mots et une image soigneusement cadrée. Ils connaissaient le pouvoir de l'apparence, Zineya en particulier. Elle avait construit la sienne pendant des années. Mais cette fois, ils ne partageaient pas seulement un drame familial. Ils utilisaient la honte publique comme une arme. En début d'après-midi, une lettre recommandée est arrivée à ma porte. Une enveloppe de couleur crème estampillée du tribunal du comté de Lannes. Je l'ai déchirée et l'ai lue 2 fois avant de me permettre de croire ce que je voyais. Citation à comparaître, plainte civile, négligence envers une personne âgée, abandon, déposé au nom de Clayton et Lorraine Hart. Le souffle dans mes poumons s'est arrêté. La date de l'audience était imprimée en gras vers le bas, dans moins de 2 semaines. L'ironie ne m'a pas échappé. Les personnes qui n'avaient pas appelé pour prendre de mes nouvelles une seule fois depuis cette nuit-là, celles qui avaient regardé une brûlure cloquer sur ma jambe sans sourciller, prétendaient maintenant que je les avais abandonnées. Je me suis assise par terre, la lettre à la main, fixant le mot « négligence », comme s'il avait soudainement développé des dents. Puis je me suis levé, j'ai traversé l'appartement et j'ai ouvert le tiroir marqué « juridique et financier ».
À l'intérieur se trouvait un plus petit dossier que je n'avais pas touché depuis des années, étiqueté de ma propre écriture, au cas où j'aurais besoin de me souvenir. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Avant de pouvoir douter de moi-même, j'ai cliqué sur le contact de Julien Park et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Julien, ai-je dit, la voix ferme. Ils ont rendu l'affaire publique. Je suis poursuivi pour abandon. Il y a eu une pause. J'ai vu la publication ce matin. Elle fait le tour. Je ne me cache plus, ai-je dit. Je veux tout. Tout exposer. J'aurai besoin de tout ce que vous avez. Virement bancaire, documents de logement, paiement de soins de santé. Plus vous en aurez, plus nous construirons un dossier solide. J'ai tout, ai-je dit. Je l'ai conservé. Il y avait de la fierté dans sa voix quand il a répondu. Alors faisons ça dans les règles de l'art. Le soir, j'avais numérisé plus de 60 documents, factures de services publics payées, factures d'hôpital couvertes, cartes de crédit à mon nom qu'ils avaient utilisées au maximum et ignorées. J'ai marqué chaque reçu, chaque transaction, chaque capture d'écran. Quand j'ai atteint la fin, j'ai inclus la photo que Zineya avait postée. Son visage souriant derrière la façade de faiblesse de mes parents. Les mêmes personnes qui prétendaient avoir été laissées sans aide tout en vivant sans loyer dans une maison qui m'appartenait légalement. Alors que je compilais le PDF et cliquais sur « Enregistrer », un souvenir m'a frappé. C'était des funérailles de ma mère il y a des années. Une amie de la famille s'était penchée pendant la veillée, les yeux doux mais honnêtes. Vous, les filles, avez été élevées pour être silencieuses et reconnaissantes, mais seule l'une de vous a gardé le silence. À l'époque, je n'avais pas entièrement compris ce que cela signifiait. Maintenant, cela résonnait en moi comme un vœu. Je n'étais plus silencieuse, non pas parce que j'avais besoin de justice, mais parce que je méritais de récupérer mon histoire. J'ai imprimé le dossier, épais de 47 pages, et je l'ai placé dans un dossier manille, non marqué confidentiel, non caché, juste étiqueté, vérité. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant le réveil. Le ciel au-dessus de Portland ne s'était pas encore éclairci. Tout portait encore cette immobilité du petit matin qui ressemble plus à du suspense qu'à de la paix. J'ai préparé une seule tranche de pain grillé, je l'ai laissé intacte, et je me suis tenu à la fenêtre en sirotant un café tout en regardant un voisin promener son chien en silence. J'avais fait repasser mon tailleur noir la veille. Rien de luxueux, juste simple, ajusté et ferme. Le genre de choses que l'on porte quand on ne se présente pas pour demander justice, mais pour la rendre. À 8h15, j'étais dans une voiture en direction du tribunal du comté de Lannes. Julien était déjà là, arrivé tôt pour vérifier le rôle et préparer les dossiers. Quand je suis sorti, je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Clayton dans son coupe-vent beige, assis sur un banc juste devant les marches du palais de justice. Lorraine perchée à côté de lui, les mains jointes serrées sur ses genoux comme si elle était à l'église. Grayson faisait les 100 pas à proximité, faisant défiler son téléphone. Ils ont levé les yeux quand je suis passé, mais aucun d'eux n'a dit un mot. Il y avait quelques personnes rassemblées près de l'entrée, certaines tenant des pancartes qui disaient des choses comme « Honorez vos aînés » et « La famille d'abord ». Je n'ai pas bronché, je n'ai pas engagé la conversation. J'ai marché droit à travers eux et j'ai monté les marches, la tête haute. Ils ne me connaissaient pas, et ils ne connaissaient pas la vérité. À l'intérieur, la salle d'audience était neutre et froide, des néons bourdonnaient doucement au-dessus de nous. Le juge n'était pas encore entré. Un greffier déplaçait des papiers. Julien m'a salué d'un signe de tête. « Vous êtes prête ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Faisons en sorte que ça compte. Zineya est arrivée juste avant le début de l'audience. Elle portait un chemisier gris avec des boutons de nacre, et avait les cheveux attachés en un chignon bas, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil surdimensionnées comme s'il s'agissait d'une conférence de presse. Quand le juge est entré et que nous nous sommes tous levés, j'ai senti mes mains devenir immobiles, calmes. Je n'étais pas nerveuse. J'avais fini d'être nerveuse. Les plaignants ont commencé. Zineya a témoigné à la barre. Sa voix s'est cassée aux moments opportuns. Elle a disparu, dit-elle en se tamponnant les yeux avec un mouchoir qui est resté sec. Mes parents ont été laissés à eux-mêmes. Elle ne répondait pas aux appels, aucune explication, aucun soutien. J'ai dû intervenir. Grayson a suivi. C'était comme si nous n'étions rien pour elle, marmonna-t-il,
fixant la table. Elle nous a fait nous sentir comme des fardeaux. Puis ce fut le tour de Clayton. Il s'est penché en avant, la voix lourde. Nous l'avons élevée. Nous avons tant sacrifié. J'ai travaillé 2 emplois pour qu'elle puisse aller à l'école. Lorraine a manqué des rendez-vous médicaux pour mettre de la nourriture sur la table. Et maintenant nous sommes vieux, nous sommes fatigués, et elle n'est nulle part. Je n'ai pas levé les yeux au ciel, je n'ai même pas cligné des yeux, je les ai laissés parler. Je les ai laissés finir le script qu'ils avaient répété pendant des décennies. Puis ce fut notre tour. Julien s'est levé, tenant un dossier épais intitulé « Preuve de tout ». Il s'est approché de la barre et a placé le dossier devant le juge. « Votre honneur, commença-t-il, nous aimerions présenter la pièce à conviction A, une documentation financière complète du soutien continu d'Ocean Art à Clayton et Lorraine Hart au cours des 5 dernières années. » Le juge a haussé un sourcil et lui a fait signe de continuer. À l'intérieur du dossier se trouvaient des relevés bancaires montrant des dépôts directs sur leur compte joint, des factures de services publics payées mensuellement par le débit automatique d'Ocean, des documents hypothécaires prouvant la propriété par le biais de sa SARL. Une copie numérisée du contrat de bail avec ses parents comme locataire. Des photos de la brûlure sur sa jambe. Des captures d'écran du distributeur automatique et de la photo de famille recadrée. Des captures d'écran de la publication Facebook l'accusant d'abandon. J'ai été appelé à témoigner ensuite. Je suis monté à la barre, j'ai ajusté le micro et j'ai croisé les mains. Je soutiens mes parents depuis que j'ai 26 ans, ai-je dit clairement. Non pas parce qu'ils l'ont demandé, mais parce que je les aimais. J'ai payé leur hypothèque, fait les courses, couvert les frais médicaux. J'ai aidé quand ils avaient du retard sur les impôts fonciers. Julien a fait glisser une feuille sur la table, des reçus d'hôpital au nom de Lorraine. Je n'ai jamais attendu de remerciements, ai-je continué. Mais je ne m'attendais pas non plus à être effacé. Après avoir dit non à une seule demande, tout ce que j'avais fait a disparu. Soudain, je suis devenue la méchante, celle qui est partie. J'ai fait une pause et j'ai regardé Zineya droit dans les yeux. On ne peut pas abandonner des gens qui n'ont jamais été là pour vous. On ne peut pas négliger des gens qui n'ont jamais eu besoin de vous jusqu'à ce que vous cessiez d'être utile. La salle d'audience était silencieuse. Julien a posé sa main sur le dossier. Nous soumettons ceci comme preuve d'un soutien constant et continu. Le juge a examiné le dossier pendant une longue minute avant de parler. Je ne vois aucune preuve d'abandon. En fait, je vois plus de documentation de prise en charge que la plupart des membres de la famille ne fournissent dans le cadre d'accords formels. Cette affaire est classée sans suite. J'ai expiré lentement, non pas de soulagement, mais de confirmation. Alors que nous rassemblions nos affaires, l'huissier a remis à Julien une copie de l'ordonnance de non-lieu. Zineya se tenait figée près de la sortie arrière, son téléphone vibrant dans son sac à main. Je connaissais ce son. C'était probablement son agence de relations publiques ou un journaliste ou un client qui venait de voir les nouvelles. Dehors, Julien m'a tendu un café qu'il avait pris plus tôt. « Vous vous êtes bien comporté, dit-il. La plupart des gens s'effondrent à la barre. J'ai arrêté de m'effondrer il y a longtemps, ai-je répondu en sirotant prudemment. La semaine suivante, les retombées sont arrivées. Clayton a reçu un avis de l'État. Ses prestations étaient en cours de révision en raison d'incohérences dans ses déclarations. Il a blâmé des erreurs de bureau. Grayson a vu 2 dettes antérieures revenir le hanter, signalées après que le tribunal a révélé son utilisation abusive de crédits sous de faux noms. Et Zineya, son dernier partenariat de marque s'est retiré, publiant une déclaration publique qui disait « Nous ne soutenons pas les récits qui sapent la vérité ou l'intégrité ». Je n'ai pas souri. Ce n'était pas une victoire. C'était un règlement de compte. Julien a rappelé quelques jours plus tard. « Voulez-vous poursuivre en justice pour diffamation ?» J'ai réfléchi un instant. « Non », ai-je dit lentement. Le silence était leur arme. Maintenant, c'est la mienne. Il a fait une pause, puis a simplement répondu. « Compris. » J'ai éteint la sonnerie après cet appel, non pas parce que je me cachais, mais parce que j'avais enfin fini de me justifier. Après le tribunal, je ne suis pas sorti pour fêter ça. Je n'ai appelé personne. Je ne me suis pas versé un verre de vin ni écrit une publication pour partager le résultat. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures à la porte et j'ai laissé le silence parler de lui-même. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée dans quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Stable, sans perturbation et remarquablement simple de la meilleure façon qui soit.
J'ai donné des ateliers en ligne quelques matins par semaine. Littératie financière pour les femmes à qui on avait dit, comme à moi autrefois, que l'argent appartenait aux hommes. Je sirotais mon café lentement. J'arrosais le buisson de lavande devant mon appartement, celui dont Darlene m'avait dit qu'il survivait à tout. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des appels manqués qui ne viendraient jamais. Certains soirs, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais le monde continuer. Un couple de l'autre côté de la cour se disputait à propos des poubelles. Un adolescent s'entraînait à des pas de danse sur le balcon. Tout cela semblait distant mais rassurant. Personne de la famille Hart n'a pris contact. Pas après le procès, pas après le jugement, pas même par un canal détourné. Leur silence n'était pas une invitation à renouer. C'était la clôture d'un chapitre qu'ils pensaient pouvoir contrôler jusqu'à la toute dernière page. La nouvelle avait fait son chemin à Eugène. Les comptes de réseaux sociaux de Zinneya ont été nettoyés, verrouillés derrière des murs de confidentialité. Son agence de relations publiques l'a discrètement retiré de son annuaire. Aucune déclaration officielle n'a été publiée, mais le silence était plus éloquent que n'importe quel titre. Clayton, j'ai entendu dire, avait emménagé dans un T1 au-dessus d'un magasin de services financiers sur la 6e rue. Le même homme qui m'avait un jour fait la morale sur la responsabilité financière était maintenant à distance de marche des prêts sur salaire et des prêteurs sur gage. Je ne me suis pas réjoui. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Mais je n'ai pas oublié non plus. Certaines leçons ne sont pas destinées à nous faire sentir triomphants. Elles sont destinées à marquer la fin d'une illusion. Un samedi après-midi, j'ai décidé de réorganiser le placard du couloir. Il n'était pas en désordre, mais quelque chose en moi voulait faire de la place physiquement, émotionnellement. Enterré derrière une pile de cahiers et un vieux manteau que je n'avais pas porté depuis des années se trouvait une boîte à chaussures délavée. L'écriture sur le dessus était indubitable. Celle de ma mère, Ocean, affaire de l'université. Je me suis assise en tailleur sur le sol, le soleil de fin d'après-midi projetant une brume dorée sur le tapis. À l'intérieur de la boîte se trouvaient de vieilles cartes d'identité, un cordon de la journée d'orientation des nouveaux étudiants, et niché entre un plan plié du campus et mon premier contrat de location, une carte de couleur crème, légèrement pliée au coin. Je l'ai ouverte lentement, reconnaissant immédiatement l'écriture. Si jamais tu dois choisir entre être une bonne fille et être une personne à part entière, j'espère que tu te choisiras. Il n'y avait pas de signature. Elle n'en avait pas besoin. Les mots ont frappé plus fort que tout ce qui avait été dit au tribunal. Non pas parce qu'ils étaient sentimentaux, mais parce qu'ils étaient une permission. Je n'avais pas réalisé que j'en avais eu besoin. J'avais marché pendant des mois, peut-être des années, en portant le fardeau d'être qualifié d'égoïste, d'ingrate, de difficile. Et ici, écrit à l'encre cursive d'une autre époque, se trouvait la vérité qui avait toujours existé sous leur version de moi. Elle savait à l'époque, avant tout ça, elle savait qu'il pourrait y avoir un jour où l'amour et la survie ne marcheraient pas sur la même route. J'ai pressé la carte contre ma poitrine et je suis resté là jusqu'à ce que le soleil se déplace, la pièce s'assombrissant légèrement alors que le soir s'installait. Le lendemain matin, Ariel est passée avec 2 cafés et ce demi-sourire narquois qu'elle arborait toujours quand elle avait une histoire à raconter. Je fouillais dans un tiroir hier, dit-elle en posant son sac sur la table de la cuisine. J'ai trouvé ça. Elle m'a tendu une photo. Nous à 17 ans, debout devant la bibliothèque, nos bras enlacés comme si nous ne nous séparerions jamais. Tu es enfin dans ta propre photo maintenant, dit-elle. Je l'ai regardée, interloqué. Quoi? Elle a montré le mur derrière moi. Je me suis retourné. Là, épinglé sur le tableau de visualisation que j'avais installé la première semaine dans cet appartement, se trouvait un Polaroid. Moi, debout à côté du buisson de lavande, Ariel riant à côté de moi. Pas de parents, pas de sourires étudiés, pas d'attente familiale, juste 2 femmes, enracinées et réelles. J'ai souri. Il m'a fallu assez de temps. Nous sommes restés assis un moment, sirotant un café et regardant la brise jouer avec le voilage. Penses-tu qu'ils s'excuseront un jour, a demandé Ariel. J'ai secoué la tête. Pas à voix haute. Peut-être même pas à eux-mêmes. Elle n'a pas insisté. Certaines réponses n'ont pas besoin d'être développées. Elles ont juste besoin de paix. Avant qu'elle ne parte, j'ai épinglé la carte de ma mère à côté de la photo. Si jamais tu dois choisir entre être une bonne fille et être une personne à part entière. Chaque mot résonnait encore. Dans le calme qui a suivi, j'ai regardé l'espace que j'appelais maintenant chez moi. Pas seulement 4 murs et un bail.
Un espace épargné par la culpabilité. Un espace où je ne devais d'explication à personne pour prendre de la place. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont perdu. J'ai gagné parce que j'ai cessé de leur donner le pouvoir d'écrire mon histoire. Parfois, s'en aller n'est pas une trahison, c'est de la survie. Cette histoire ne parle pas seulement d'un prêt automobile ou d'une tasse de thé. Elle parle des manières silencieuses dont nous sommes conditionnés à rester petits, à rester utiles, à rester silencieux. Mais le silence n'est pas la même chose que la paix. Et la loyauté ne devrait jamais coûter votre voix. Avez-vous déjà dû choisir entre être une bonne fille et être une personne à part entière? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si l'histoire d'Ocean a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies de force tranquille, de justice et de guérison.